Nouvelle édition d'information sur la télévision Labari, tout de suite le sommaire. Après l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a déclaré prématuré l'exclusion de Amadou Salifou du groupe parlementaire de l'ARN, la section MNSD Nassara de Niamey a apporté son soutien à son président à travers une déclaration rendue publique ce matin. Les femmes de la mouvance pour la renaissance du Niger MRN ont organisé ce matin une exposition culinaire qui a mis en relief l'impact de l'initiative 3N. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information qui reçoit ce soir comme invité Ben Omar Mohamed. Il est député national au titre du parti RDP Jama. Il est également vice-président du bureau politique national du RDP Jama. Avec lui, donc, nous allons aborder plusieurs questions liées à l'assassinat du président Ibrahim Baré Mensara. Nous allons également parler de la vie de ce parti qui a célébré donc ce week-end sur son 17e anniversaire. Nous allons également aborder la situation sociopolitique de notre pays. Mais avant, retenez que les militants du MNSD Nassara section de Niamey se sont donné rendez-vous donc ce matin au siège de la dite section pour apporter leur soutien au président du MNSD Nassara de Niamey, Amadou Salifou. Ce soutien fait suite à l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle relative à la décision d'annulation de l'exclusion du député Amadou Salifou du groupe parlementaire du MNSD Nassara. Le compte rendu avec Adam Soumana et Alud Bourema. C'est par centaines que les militantes et militants de la section MNSD Nassara de Niamey se sont mobilisés pour la circonstance à l'effet d'apporter leur soutien sans faille au président de la dite section, l'honorable député Amadou Salifou, dans le bras de fer politico-judiciaire qui l'oppose au bureau politique national du parti. C'est avec un sentiment de profonde satisfaction que nous nous sommes rassemblés ce jour à la suite de la décision rendue par la Cour constitutionnelle d'annuler l'exclusion injuste et injustifiée de l'honorable Amadou Salifou du groupe parlementaire MNSD Nassara à l'Assemblée nationale. Ce arrêt vient de mettre à nu certains travers et manquements graves, à la fois fondamentaux perpétrés par une certaine classe politique de notre pays qui a décidé de sacrifier les intérêts de la nation à l'autel de leur propre calcul masquin et des intérêts personnels et égocentriques. Il s'agit là d'une grave violation de la Constitution de la 7e République qui met en cause certains adversaires internes au parti, manipulés, puis appuyés et soutenus par leurs acolytes au sein du Parlement, avec à leur tête M. Hamamadou, président de la dite institution, qui a accepté et décidé de l'exclusion anticonstitutionnelle de l'honorable Amadou Salifou, que l'on cherche vainement à isoler de son propre groupe parlementaire pour l'obliger à rejoindre le camp des indépendants. À la défense de l'honorable député d'éclairer davantage l'assistance sur cette affaire. Après la saisine de cette cour à la demande de M. Amadou Salifou et un dixième de députés, la Cour a rendu le vendredi un arrêt où est-ce qu'elle a dit tant qu'il y a un recours juridictionnel contre la décision d'exclusion prise par le MNSD à l'encontre de ses membres, la décision prise par l'Assemblée de l'exclure du groupe sur demande du président était prématurée et en conséquence ne pouvait être appliquée. Je pense que c'est un arrêt qui va faire date. C'est un arrêt qui va rentrer dans la jurisprudence. Parce qu'il est anormal que sur décision d'une personne ou d'un organe ou d'une instance d'un parti qui disent « j'ai exclu un tel », qu'il y ait des conséquences au niveau de l'institution qu'est l'Assemblée nationale. Ce n'est anormal. D'autant plus que cette décision d'exclusion est tiré des statuts et du règlement intérieur du MNSD. Et dès l'instant où est-ce qu'il y a une exclusion qui est prononcée par quelqu'un, le statut et le règlement intérieur sont le contrat social qui unissent les membres du MNSD. Et ce contrat social, quand il y en a un qui l'applique
et que l'autre estime qu'il a été mal appliqué, à ce moment, c'est la justice qui doit dire si oui ou non ce contrat social a été appliqué et que la décision a été prise conformément au statut et au règlement intérieur. Des précisions qui mettent du baume au cœur des militants pour lesquels leur leader politique Amadou Salifou vient ainsi de remporter une importante victoire face au bureau politique national du MNSD Nassara. Je l'annonçais au début de cette émission, nous recevons un invité, il s'agit de Ben Omar Mohamed, il est député national au titre du RDP Jama, il est également vice-président du bureau politique national de ce parti. Honorable, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on sait que votre parti a célébré ce week-end le 15e anniversaire de l'assassinat du président Ibrahim Barry Menassara, fondateur du RDP Jama quand même, ce parti qui a soufflé sur ses 17 bougies. Alors honorable, avec un peu de recul, on va ouvrir les livres de l'histoire pour nous rappeler d'abord dans quelles conditions le président Ibrahim Barry Menassara a été assassiné le 9 avril 1999. Je remercie la télévision La Barry pour cette opportunité que vous donnez au RDP de s'adresser à l'opinion publique, ouvrir un pan, un voile, un coin du voile de notre histoire récente pour quand même toucher du doigt une page sombre de cette histoire. Comme vous l'avez si bien dit, le président Barry a été assassiné lâchement le 9 avril 1999 par sa garde prétorienne. Et conséquemment, 2 jours après, il est intervenu un autre coup d'État qui, lui, maintenant, constate la vacance du pouvoir avec la disparition du président de la République et la déclaration que tout le monde sait officielle des membres du Conseil de réconciliation nationale sous la conduite du commandant Wenké. Ça, c'est pour l'événementiel. Maintenant, pour l'histoire proprement dite, il faut dire que le président Barré avait une opposition en son temps quasi obsessionnelle à son régime, et une opposition qui faisait feu de tout bois, compartimenté en 2 blocs, ce qu'on appelle à l'époque le FRDD d'un côté et la FDS de l'autre. Il y avait eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'était ces élections locales contestées de février 1999, et sur lesquelles, et pas plus qu'hier soir, je le rappelais lors d'une conférence de débat, sur lesquelles le président Barré était prêt à revenir pour que toute la classe politique, comme à l'unisson, se retrouve dans un cadre beaucoup plus consensuel, reprendre au besoin les élections. Il était même prêt à aller jusqu'à la dissolution de l'Assemblée nationale pour que le consensus et la paix s'instaurent. Malheureusement, il y a toujours, vous avez certaines forces nationales comme internationales qui sont là. Elles veulent par tous les moyens ces forces que le président Barré quitte le pouvoir. Il faut absolument qu'il quitte parce qu'il est en train de s'aimer des graines. Il est en train d'entreprendre un certain nombre de mesures assez énergiques, et cela à tous azimuts, à tout point de vue, au plan économique, au plan social, au plan institutionnel. Il est en train de mettre en branle, en chantier le Niger, avec toutes les réformes qui étaient en son temps si décriées, notamment, vous vous rappelez, la retraite anticipée, 30 ans ou 50 ans d'âge, vous vous rappelez les mesures drastiques au niveau de la masse salariale, vous vous rappelez tous les programmes d'ajustement, vous vous rappelez du cadrage qu'il avait institué au plan économique, qu'ils appellent à l'époque le programme de relance économique, vous vous rappelez de tous ces chantiers qu'il est en train de mettre en branle, et vous savez qu'au bout, in fine, au bout de toutes ces réformes, c'est la relance, c'est l'émergence, c'est une économie densifiée, consolidée, et ma foi, bon, pour les hommes politiques de l'époque regroupés au niveau de ces 2 blocs, c'est leur mort politique lente. C'est tout à fait normal qu'ils ont fait feu de tout bois en son temps, bien entendu soutenu avec des oreilles attentives par certaines chancelleries, par certaines puissances occidentales, qui voyaient en Barré un autre Sankara dans l'espace sahélo-saharien, parce qu'il avait des affinités, des acquaintances très poussées avec Abacha au Nigeria, avec Omar el-Béchir au Soudan, Gaddafi en Libye, voyez-vous, jusqu'à Fidel Castro à Cuba. En réalité, sans le dire, il s'est apparu comme étant un chef d'État totalement rangé à gauche, avec un discours révolutionnaire, un engagement révolutionnaire, et que bon, vous connaissez, suivez mon regard et vous comprendrez, l'impérialisme international, il est ce qu'il est, il ne peut laisser ce genre de dirigeants faire peau neuve et s'installer, avoir pion sur rue. Ils ont utilisé tous les moyens qu'ils s'y, et pour eux maintenant, la façon de l'arrêter net, c'est de l'abattre. Et ils ont trouvé en Wanké le bras armé.
et Bouanké a exécuté ce lâche assassinat. Et le 11 avril, 2 jours après, le même jour, l'assassinat a été constaté par l'ancien Premier ministre de l'époque. Vous vous rappelez, avec sa célèbre phrase « l'accident malheureux », il est sorti sur les médias d'État pour dire que le président Barré vient de disparaître suite à un accident malheureux. Et 2 jours après, maintenant, le capitaine Hima Jibrilla est arrivé, aujourd'hui colonel, pour dire que non, il y a un conseil de réconciliation nationale qui a été formé, qui a pris le pouvoir. Ils ont, pour combler le vide juridique du fait de la disparition du président de la République, et ils ont mis fin de fait à la 4e République. Ici, la leçon que l'on doit retirer, c'est que jamais dans l'histoire sociopolitique de notre pays, un fait aussi inédit n'est apparu. Ce fait inédit, c'est quoi? C'est que pour le coup d'État du 15 avril 1974, pour le coup d'État du 27 janvier 1996, comme pour le coup d'État ici à côté du 18 février 2010, c'est le même jour que les militaires sont sortis, ils ont fait leur déclaration, ils ont pris le pouvoir et ils ont mis entre parenthèses, entre guillemets, toutes les institutions démocratiquement installées. Cela n'est pas le cas pour le 9 avril. Le 9 avril, un assassinat a été constaté. 2 jours après, une autre déclaration est venue maintenant confirmer le coup d'État. Donc c'est sur ces faits que nous sommes en train de faire une ligne de combat, une ligne de démarcation pour que tous les patriotes sincères, tous les hommes épris de paix et de justice comprennent ce qui s'est passé le 9 avril. C'est un assassinat, et un assassinat, il y a des articles très bien précis du code pénal qui stipulent que voilà, en cas d'assassinat, voilà les peines encourues, voilà à quoi on doit s'attendre par rapport à un coup d'État. C'est autre chose. Des honorables, 15 ans après, on vous reproche, c'est-à-dire au niveau du parti RDP Jama, de n'avoir rien fait pour que justice soit rendue à Ibrahim Barry Menassara. Que répondez-vous à ces critiques? Je pense que vous plaisantez. On ne peut pas dire que 15 ans durant que le RDP n'a rien fait. Le RDP a fait beaucoup de choses. La famille Barré a fait beaucoup de choses. Beaucoup d'autres Nigériens anonymes, comme vous et moi, ont fait des choses énormes. Ce que nous faisons, c'est que nous dénonçons. Nous portons plainte, nous faisons des recours devant les tribunaux. Nous avons tenté même par le canal de proposition de loi d'abroger l'amnistie. C'est un combat qui a été entretenu, la flamme a été entretenue, et aujourd'hui, vous voyez, vous avez cette grande masse critique des Nigériens qui s'est constituée autour de cet objectif, justice pour Barré. Et au fil du temps, aujourd'hui, ça fait 15 ans. Et hier, nous l'avons dit, que ce soit au meeting dans la matinée comme à la conférence la veille, partout, nous avons dit, ça suffit. 15 ans, quand même, il faut que quelque chose soit fait. Et c'est pourquoi nous disons qu'il faut internationaliser le problème. Il faut dépasser le cadre national pour aller à un cadre beaucoup supranational pour que la communauté internationale sache qu'un crime a été commis le 9 avril. Ce crime est encore impuni. Les auteurs de ces crimes sont en train, les mains tachetées de sang, en train de narguer les Nigériens. Ils sont en train de voir la famille, elle a endeuillé, frustrée, indignée. Sa famille politique, la même chose. Mais personne, ça ne meut personne et personne ne lève le petit doigt pour dire non. Il faut y arrêter. Je pense que les pouvoirs publics doivent se faire de quelque chose. Le président de la République, en tant que président démocratiquement élu, qui a fait de l'état de droit et de la démocratie son cheval de bataille, en tout cas aujourd'hui, nous l'attendons. Et le jour à venir, je sais qu'il va faire quelque chose. La première dame, l'ancienne première dame de l'époque, Mme Clémence Issa Barré, nous l'a dit hier dans la conférence publique, qu'elle a été reçue l'année dernière et le président aurait promis de faire la vérité sur cette affaire-là. Donc je crois que les jours à venir, les semaines à venir ou les mois à venir, nous allons aller dans cette logique-là pour que la vérité soit faite. Surtout que, je rappelle à l'opinion, le travail est presque fait à moitié. Je dirais même le 2/3 du travail ont été faits. Parce que là, toutes les plaintes, tous les recours ont été classés sans suite ou sans pour autant que ce dossier soit ouvert parce que on prétexte que nos tribunaux prétextent qu'il y a une amnistie qui a été introduite dans la Constitution. Ça, c'est pendant la 5e et la 6e République. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de la 7e République, cette amnistie est extirpée de la Constitution. Cependant, il reste la loi 2001 qui est là, qui a été votée lors de la première session de l'Assemblée nationale de la 5e République et qui accorde cette fois-ci l'amnistie aux auteurs, co-auteurs et complices et de l'assassinat du 9 avril, du coup d'État du 9 avril, mais aussi du 27 janvier 1996, quand bien ils ne l'ont pas demandé, ceux du 27 janvier 1996. Mais ici, le fait inédit, c'est vrai que après le coup d'État du 18 février, une autre disposition transitoire, un article a été introduit dans la même condition pour assurer cette fois-ci l'amnistie aux auteurs du 18 février 2010. Mais ça ne concerne pas ceux de 1994
99. Je pense que donc le travail est fait à moitié par une simple procédure législative. En tout cas, nous appelons à toutes les forces patriotiques, à toutes les forces démocratiques de se joindre à nous pour que nous fassions le travail. C'est une procédure législative simple. En tant que loi simple, nous allons introduire une proposition de loi pour demander l'abrogation de cette loi. Mais nous ne pourrons y aboutir à cet objectif que sans que nous ayons le soutien des autres forces politiques en présence dans l'Assemblée nationale. La dernière évolution de cette affaire, c'est la plainte de la famille Barré au niveau de la cour de la CEDEAO. Est-ce que vous pensez que cette affaire, la lumière va être faite finalement? Inch'Allah. Et moi, j'y crois fermement. J'y crois parce que du fait du refus de nos tribunaux, pour des raisons de droit, des raisons diverses qui leur sont propres, du fait justement de cette histoire sociopolitique récente, toutes les plaintes qui ont été déposées contre X ont été rejetées. Mais il n'y a pas d'autre alternative que de faire le recours à certaines cours ou tribunaux supranationaux. Et c'est pourquoi la famille Barré a fait recours justement à la cour de la CEDEAO, qui a déjà sévi, par exemple pour le cas de notre Niger. Vous vous rappelez déjà une affaire qui a été traitée par cette même cour. Nous pensons que le droit allait être dit. Parce que je dis que la ligne de démarcation que nous optons et la ligne de combat que nous menons, c'est que nous faisons le distinguo entre le coup d'État et l'assassinat. Ce sont là deux événements différents. Okay. Mieux, 2 arrêts ont été rendus. Et là, vraiment, on parle strictement de droit. C'est assez rébarbatif, mais il faut le comprendre. 2 arrêts ont été rendus. Celui de 99, suite à l'amnistie de la Constitution de 1999, on a constaté que la loi est conforme à la Constitution. Par contre, pour l'amnistie accordée à partir de 2010, on dit que non, la loi n'est pas conforme à la Constitution parce qu'elle ne s'étend pas aux effets connexes. Ça veut dire qu'il y a quelque part un problème de droit qui se pose. Voilà une même cour qui émet deux arrêts totalement différents pour des choses assez identiques et dans le fond et dans la forme. C'est-à-dire amnistie par rapport à des coups d'État. Voyez-vous, il y a un problème quelque part. Quelque chose cloche quelque part. Ce faisant, qui peut nous dire ce droit? Il faut saisir une cour supranationale, comme la cour de la CEDEAO, qui peut statuer, et nous espérons enfin que la lumière soit... Elle ne va pas juger comme ça, comme on a l'habitude de le voir, comme le pensera le commun des mortels, mais elle donnera des lignes de conduite, des marges de manœuvre à suivre pour que le droit soit dit au plan national. Monsieur le Président, dans le discours du président Hamid El-Gabit, il est parti jusqu'à faire un lien entre Ibrahim Barré Mensara et l'actuel président Tanja Amadou pour dire que quand même c'est des vrais bâtisseurs. Et l'actuel président, pardon, Issou Mamadou, et que ce sont des vrais bâtisseurs. Est-ce que vous êtes de cet avis? Oui, c'est des vrais bâtisseurs. C'est des vrais bâtisseurs parce que les chantiers sont là, ils sont assez parlants, ils sont assez expressifs. On les voit, on les touche. Ce n'est pas une simple vue de l'esprit. Aujourd'hui, vous allez constater que les Nigériens constatent que quelque chose est en train de bouger. Aujourd'hui, vous allez voir combien d'échangeurs nous avons, bientôt le chemin de fer qui va commencer, combien de chantiers en construction, combien d'hôpitaux qui sont en train de voir le jour, combien d'hôtels sont en train d'être créés ou bâtis, combien de routes, de kilomètres de routes sont en train d'être menés et de la belle façon qui soit. Vous avez entendu dernièrement le Premier ministre vous dire plus de 3 000 milliards de francs CFA sont en train d'être injectés dans l'économie nationale en termes d'infrastructures de développement, de transport, de voies de communication, de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ça veut dire qu'on est en train de jeter les bases pour un développement durable, un développement pour le futur. Et de plus en plus, on sent que quelque chose est en train d'être fait, l'économie nationale est en train de changer, et on sent qu'il y a quelque chose qui irrigue cette économie, ce sont les investissements. Or, quand on fait une politique d'investissement accru, massif, l'effet incontestable, dans 1 an, 2 ans, c'est que ça va booster l'économie, ça va avoir un impact. Et vous pensez que Barré et Issou Mamadou sont quand même ils ont un lien? Barré, ils n'ont pas le lien. Barré, c'est un militaire, c'est un officier général de l'armée, mais c'est un homme de culture. Il a troqué la vareuse pour le grand boubou. Il est venu avec un programme économique à lui, propre à lui, et il est fils de son époque. La 4e République n'est pas absolument identique à la 7e. Loin de nous de dire que, par parallélisme de forme, que ce sont les mêmes conditions de travail. Non, à l'époque, nous étions un pays pratiquement coupé de la communauté internationale. À l'époque, nous n'avons aucun programme
avec les institutions financières internationales, on était plutôt soumis à des mesures draconiennes par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, qui constituent en fait des passeports. Parce qu'il faut avoir leur OK, leur aval à elles, ces institutions, pour aller maintenant vers les partenaires financiers multilatéraux ou bilatéraux. Voyez-vous dans quel contexte? Or, à l'intérieur également, vous avez l'économie qui est pratiquement ankylosée par toutes ces manifestations de rue, par ces menaces, ces lobbying, ces embargos que l'opposition de l'époque, parce qu'elle était très active, elle était très agitée, elle faisait de l'agitation à l'intérieur, mais malgré tout cela, Barré a pu mettre les bouchées doubles pour relancer l'économie. Et toutes ces mesures qu'il a eu à appliquer, parce que c'était un régime présidentiel, un régime fort, les incidences et les effets positifs, c'est la 5e République qui les a recueillis. L'achèvement, le point de convergence de l'initiative PPTE, cette remise des dettes, tous ces milliards, et qui ont permis, pendant la 5e République, au président Tangiamamou de faire son programme spécial, ce sont ces mesures draconiennes, initiées par Barré, et qui ont eu cet effet, cette remise des dettes, et qui ont permis à la 5e République d'avoir cette manne-là pour pouvoir faire ces investissements sociaux sur ce programme spécial. C'est pour vous dire que, j'ai toujours l'habitude de dire que la 5e République est un don de la 4e. Maintenant, dire que la 4e est identique à la 7e, non, je dis que les contextes ne sont pas les mêmes, les moments ne sont pas les mêmes, la politique mondiale, internationale n'étant pas la même, mais en termes de dirigeants, les dirigeants sont en train de faire, d'innover par rapport à ce qu'on a connu au plan africain. Aujourd'hui, la démocratie est de plus en plus ancrée dans notre pays. La démocratie est devenue pratiquement le mécanisme de dévolution du pouvoir, et de plus en plus les règles élémentaires de la démocratie, de l'état de droit, de la justice sociale sont en train de respecter. Et c'est cela qui permettra aux citoyens d'avoir confiance en leurs dirigeants, et un contrat social et de confiance politique va naître entre le dirigeant politique et le gouvernant et le citoyen, et cela va faire qu'on aura plus d'affection à la chose politique, parce que le citoyen qui contribue, le citoyen qui a voté, le citoyen qui suit ses dirigeants, il sait vers quel port on veut le cheminer. C'est cela qui fait les grands hommes. Pour être un bâtisseur, il faut poser des actes hardis. D'abord, c'est une idée au plan théorique qu'il faut appliquer au plan pratique. Et là, aujourd'hui, avec une société civile forte, assez consciente, sûre d'elle-même, un pouvoir ne peut s'installer, se faire valoir que quand il croit à ces règles élémentaires de bonne gouvernance. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à décoller et à se démarquer des grandes dictatures, des régimes monopartisans, des régimes où c'est le chef qui décide, c'est sa famille, c'est le despotisme fut-il éclairé. La différence est très nette, et je pense que les uns comme l'autre, Barré, comme Issoufou aujourd'hui, ils sont en train de poser des actes hardis qu'il faut encourager et qu'il faut les soutenir pour mener à bon port tous ces grands chantiers qui sont en train. Regardez le train. Moi, avant-hier, le 7 avril, j'étais très ému. C'est des choses que nous apprenions à l'école. Moi, je suis un historien de formation. Et partout, on vous parle de Dakar, Niger. On vous parle de l'Abidjan, Niger. On vous parle de Cotonou, Niger. Et vous lisez Sambel Ousmane dans le bout de bois de Dieu, la grève des cheminots. Tout cela devait arriver. Et à ce moment, la France, à partir de 1936, était à la veille de l'éclatement de la Deuxième Guerre mondiale. Donc tout le programme économique et social d'investissement que la puissance coloniale faisait dans ces colonies d'outre-mer, notamment en Afrique, était orienté, au lieu que ça soit orienté vers les investissements minimum de base pour relancer l'économie et mettre en valeur la colonie, non, avec les préparatifs de la guerre qui pointent à l'horizon, tous ces investissements ont été arrêtés net. Et le Niger, malheureusement, était resté un pays rustre, un pays fruste, un pays où il n'y a aucun investissement. Et quand, en 1960, le président Diori a pris les rênes de l'État du pouvoir au Niger, vous avez combien de kilomètres de goudron, de l'aéroport à la Villa Verte? Vous avez le nombre d'écoles, vous avez le nombre. Le quartier Terminus a vu le jour, son nom comme l'indique, c'était ici, la gare, c'est là où le train doit siffler. C'est pour vous dire que c'est des choses qui ont été prévues dans l'histoire, comme le barrage de Kandaji. C'est quelque chose, que depuis des temps immémoriaux, on est en train de nous en parler, comme un serpent de mer. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Je pense qu'il faut s'en féliciter, qu'aujourd'hui c'est le train. Je pense que ce n'est pas seulement la boucle ferroviaire Parakou, Dosso, Niamey, Ouaga, Abidjan. Il faut desservir également le Niger. Nous avons un pays que à la limite j'appelle un subcontinent. Ça fait 1 260 000 km², très vaste, où joindre Ngigimi à Niamey, c'est vraiment un parcours de combattants. Si on a un jour le train, voyez-vous comment le coût de la vie va chuter.
Voyez-vous comment l'économie nationale va être boostée? Voyez-vous comment la circulation des biens et des personnes va se promouvoir et comment nous pouvons exporter nos productions agricoles ou pastorales internes à l'extérieur? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes submergés avec les accords de partenariat économique. Nos frontières sont en train d'éclater et c'est les autres qui risquent de nous inonder si nous n'avons pas une politique économique en sens inverse qui va maintenant prendre nos produits et les déverser sur le marché commun ou de l'UEMOA ou de la CEDEAO et pourquoi pas vers d'autres pays transatlantiques. Le RDP Jama a célébré ses 17 années d'existence ce week-end, un parti que dirige le président Hamid El-Gabi. Alors comment se porte le parti jaune? Il se porte bien, il est là, comme tous les partis du Niger, nous faisons ce que nous pouvons. Nous avons notre président du bureau politique, le docteur Hamid El-Gabi, qui est reconnu pour sa grande sagesse, pour sa maturité politique. 15 ans durant, il a géré ce parti. Nous qui étions été à côté de lui, nous savons comment il a pu le gérer dans l'austérité financière, dans la rigueur financière, pratiquement dépourvu de tout financement. C'est le peu que les militants cotisent, ou les membres du gouvernement, ou les députés, ou lui-même. Nous avons pu entretenir cette flamme parce que, après tout, au-delà de la politique, il y a une affaire d'honneur. Barré nous a confié ce bébé. Il faut que ce bébé la grandisse. Il faut qu'il grandisse par tous les moyens. Nous devons le sécuriser. Nous devons l'éduquer. Et vous pensez que ce bébé est en train de grandir? Il est en train de grandir. Aujourd'hui, il a dépassé l'âge de l'adolescence. Ça fait quand même 17 ans. Et il va rentrer bientôt dans la cour des grands. J'en suis convaincu. Avec tout ce que nous constatons comme mobilisation des Nigériens. Et de plus en plus, on sent qu'il y a un front qui est en train de se constituer. Justice pour Barré. Parce que la spécificité du militant du RDP, ce n'est pas des gens qui sont venus à la mangeoire parce qu'il y a quelque chose à manger. Les gens qui sont restés au RDP, ce n'est pas parce que des gens qui sont venus, ils vont gagner quelque chose ou on va leur donner quelque chose. Il y a des preuves. Non, ils sont venus par conviction. Une injustice a été commise. Beaucoup de ces citoyens prient Dieu de voir ce jour où cette injustice sera réparée. Mais y mettre fin à l'impunité et instituer pratiquement une sorte de garde-fou, de sentinelle, afin que la dévolution, les mécanismes de dévolution du pouvoir ne se fassent plus comme cela s'est passé en 1999. Non, nous sommes un pays musulman. Nous avons une tradition d'humanisme, une tradition de pitié, de piété musulmane. Nous ne connaissons pas cela dans notre pays. Dans certains pays de la forêt équatoriale, vous voyez comment on assassine, on tue à la machette. Regardez les affres de la guerre civile en Centrafrique, au Libéria, en Sierra Leone. Nous n'avons pas cela. Regardez ce qui s'est passé dernièrement avec ce qui s'est passé au Nord Mali. Nous ne connaissons pas cela. Donc, vite, il faut que des Nigériens de tous bords se mobilisent pour y mettre fin à ces genres de pratiques, pour que le Niger retrouve, parce qu'on nous connaît et on nous reconnaît au plan international, au plan mondial, par notre sens de l'honneur, de la dignité, de la civilité. Et c'est là qui doit persister dans nos rapports. Ben Omar Mohamed, c'est l'étiquette qu'on vous colle. Vous n'avez pas votre langue de votre poche. Est-ce que vous êtes le digne successeur de Hamid El-Gabi? Que Dieu vous entende. Au cas où Hamid décide de laisser la présidence, est-ce que vous serez présent pour le succéder? Le moment venu, vous allez constater de vous. Ben Omar, laisse aux militants du RDP de décider. Ben Omar, votre parti quand même est dans une alliance au pouvoir depuis 3 ans quand même. Le président de la République a fêté il y a quelques jours, donc c'est 3 ans à la tête de notre pays. Alors, avec un peu de recul, vous êtes dans une majorité quand même qui a été secouée à un moment par le départ du parti Lumana de la mouvance. Et après le départ, il y a eu le gouvernement dit de large ouverture. Alors Ben, avec un peu de recul, quelle lecture faites-vous un peu de toute cette situation qui est en train d'arriver dans notre pays? Vous savez, c'est avec un grand pincement qu'on constate qu'on a des soubresauts. Mais cela n'est pas pour autant de s'inquiéter ou de crier qu'au Niger, le feu brûle, que la case est en train de prendre du feu. Non, je ne pense pas. Il n'y a pas péril à la demeure. Du moins fait qu'il y a une majorité confortable à l'Assemblée nationale qui soutient le programme du gouvernement et du président de la République. Les institutions travaillent normalement. C'est vrai que quand on a un ami et il vous quitte, il y a un pincement au cœur. C'est tout à fait normal. Le président de la République, son gouvernement, toutes les institutions ont reconnu cela. Ça a été un coup de l'histoire. Mais bon, vous savez, en politique, il n'y a pas également de rationalité. Il n'y a pas de rationalité. Des hommes et des femmes ont leurs idées, ils ont leurs désirs, ils ont leurs objectifs, ils ont leurs ambitions. Chacun, en fonction de ses ambitions, il fait ses calculs. Et ce que vous estimez en politique être aujourd'hui une vérité, aujourd'hui 13 avril, ne l'est pas dans un mois.
elle peut être totalement le contraire de cette vérité. Donc il n'y a pas de vérité absolue ou de cadre absolu pour vous dire c'est dans cette limite ou dans cet intervalle que nous devons naviguer pour dire que c'est ça la bonne voie. Selon vous êtes à gauche ou à droite, vous avez votre vérité à vous. Nul ne détient le monopole de la vérité. Mais ce que je sais, c'est que le pays, une majorité confortable y est à l'Assemblée, le gouvernement est en train de vaquer normalement à ses occupations, il n'y a pas péril dans la demeure et je suis convaincu que de cette façon-là, nous allons engranger encore des acquis, nous allons engranger des points et à la fin de la mandature, le bilan sera fait et en ce moment, c'est au peuple souverain du Niger d'en décider et de donner des points acquis à X ou à Y. Et par rapport aux réalisations effectuées en 3 ans? Oui, je l'ai dit tantôt, il y a eu beaucoup de choses. C'est vrai que chaque début est lent. C'est vrai que nous avons dénoncé qu'il y a une lenteur, c'est vrai qu'il y a eu des hésitations, mais de plus en plus, vous voyez, les choses sont en train de se dessiner, elles sont en train de prendre forme, et je pense que c'est à l'honneur du président de la République, de son gouvernement, de tous les Nigériens, que nous constatons vraiment des choses concrètes sont en train de se réaliser. Et qu'est-ce que nous voulons en réalité en allant à la conquête de la démocratie, dans le cadre de la revendication démocratique, c'est que nous ayons une classe politique suffisamment consciente et qui s'est dit que sa raison d'être, ce sont ces investissements, sa raison d'être, c'est la justice sociale, c'est la bonne gouvernance, c'est les réalisations, parce qu'elle sera jugée à partir de ça. Ce n'est pas des régimes dictatoriaux où vous allez venir par la force de la baïonnette et vous allez... Non, on va vous juger en fonction de vos réalisations. Je me rappelle, le 7 avril, vous avez vu, M. Bolloré a dit que dans 2 ans, il va finir. Mais le président de la République a dit, j'espère qu'en septembre 2015, le chemin de fer va finir. Comprendrez ce que je voudrais dire. Cela veut dire qu'un chef d'État vient sur la base d'un programme, il met en exécution ce programme et à la fin il dit au peuple souverain de son pays, sur la base de mon programme, à vous de me sanctionner. Ou vous me donnez votre confiance, ou vous refusez de me voter et en ce moment vous choisissez celui qui veut. Et les grandes démocraties, c'est ça cette tradition que nous devons instituer. En fait, nous sommes des hommes, nous sommes interchangeables les uns les autres. Les meilleurs parmi nous, c'est ceux qui font le plus par rapport à ceux qui ont succès. Voilà, merci Ben Omar Mamel. Je rappelle que vous êtes député national au titre du RDP Jama. Je rappelle également que vous êtes vice-président du bureau politique du RDP Jama. Et avec vous, nous avons eu à faire le tour donc du 15e anniversaire de l'assassinat du président Ibrahim Baré Mensara, mais aussi le 17e anniversaire du RDP Jama, mais aussi de la situation socio-politique de notre pays. Ben, merci et d'avoir accepté l'invitation. Merci, M. Tiké. Voilà, la suite de ce journal, les femmes de la mouvance pour la renaissance du Niger MRN ont organisé ce matin une exposition culinaire avec la marque 3N. Plusieurs variétés de plats préparés à base de produits locaux ont été présentés par les exposants venus de l'ensemble des régions de notre pays. Compte rendu, Memouna Daouda, Ibrahim Abdou. Il s'agit à travers cette exposition culinaire organisée par les femmes de la mouvance pour la renaissance du Niger MRN de soutenir le président de la République dans la mise en œuvre de l'initiative 3N. Cette manifestation rentre aussi dans le cadre de la célébration des 3 ans de l'investiture du président de la République. À travers cette activité aussi, nous espérons sensibiliser les femmes à avoir un réflexe culinaire qui vont permettre aux familles leur bien-être, la santé, etc. C'est très important aussi. Nous espérons que les produits issus des cultures de contre-saison et les produits locaux dont nous sollicitons, nous demandons l'utilisation essentielle et exclusive dans l'alimentation, que ça puisse se faire, que les femmes acceptent d'utiliser nos produits locaux, en bref, de consommer nigérien. C'est très important. Présente à cette exposition culinaire, la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a salué l'initiative des femmes de la MRN. Les femmes soutiennent le programme des initiatives 3N. Non seulement vous êtes des productrices aux côtés des hommes, dans les champs, dans les jardins, mais c'est aussi à la femme qu'il revient de transformer ses productions agricoles. Tout à l'heure, vous allez, au cours des visites de stand, nous montrer quelles sont les nouveautés ou les initiatives que vous faites à partir de ces productions et que nous allons sûrement apprécier. Donc c'est pour vous dire que cette initiative est très belle et je vous en félicite et vous encourage très vivement.
Cette exposition culinaire a vu la participation des 8 régions du Niger et un invité du Burkina Faso. Des régions qui ont présenté chacune des mets préparés à base des produits locaux et de plusieurs variétés. Par exemple, quand on prend les dattes, ce sont des fruits qui, qu'il y a sécheresse ou pas, les dattes produisent. À Agadez, la région d'Agadez et précisément la région du Kawar. Produit des tonnages de dattes. Les mets, par exemple, il y a une spécialité ou bien, je vais dire, un aliment de base de la région du Kawar qui s'appelle Arsa. Arsa est fait à base de dattes et d'arachide. Les dattes, on en produit à Agadez, par exemple. L'arachide aussi, on en produit dans les jardins d'Agadez et du Kawar. Notons que toutes les régions qui ont participé à cette exposition culinaire ont reçu des prix d'encouragement. La visite des stands a sanctionné cette journée d'exposition culinaire organisée par les femmes de la mouvance pour la renaissance du Niger. Commémoration du 15e anniversaire de l'assassinat du président Ibrahim Baré Ménessara. À cette occasion, une conférence débat a été animée hier par Ben Omar Mohamed au Grand Hôtel de Niamey. Cette conférence donc relate les faits qui ont marqué les événements du 9 avril 1999, le compte rendu de Omar Issouf. 15 ans déjà que le président général Baré Ménessara est assassiné sur le tarmac du groupement aérien nigérien. Sa famille, les membres du parti RDP réclament justice à travers plusieurs activités, dont la présente conférence débat. Bien que ce lâche assassinat de la matinée de ce vendredi 9 avril 1999 ait ébranlé la communauté nationale et internationale, personne des auteurs, co-auteurs et complices n'est à ce jour inquiété, tant au Niger qu'à l'extérieur. À la limite, ils sont en train de narguer les Nigériens. Le plus choquant dans toute cette histoire, c'est que les auteurs, co-auteurs et complices de l'assassinat restent toujours impunis par la justice. Vous vous rappelez, au sortir du référendum organisé par la junte de l'époque, qui a donné le pouvoir, qui a permis la naissance de la 5e République en son temps, Ouanké et ses amis, avant de quitter le pouvoir, ils se sont dit, bon, bien sûr, encadrés par des juristes maison pour leur dire que, avant de partir, prenez vos dispositions pour assurer vos arrières. Et pour vous assurer vos arrières, il faut introduire ce qu'ils appellent une disposition transitoire dans la Constitution en prenant un article qui dit que, à la première session de la nouvelle Assemblée qui va s'ouvrir, il faut voter une loi. Cette loi-là, elle va vous assurer l'impunité totale en disant que tous les auteurs, co-auteurs, jusqu'à mettre même les complices. Et c'est ça le ridicule. Même les complices. On n'a laissé personne, il faut donc garantir l'impunité à tout le monde. Et comme ça, vous pouvez donner le pouvoir à qui vous voulez, en tout cas pas à eux. Et en ce moment, vous allez dormir sur vos lauriers. Tout de même, la justice de Dieu est en train de faire effet. Surprise, Clémence Baré réapparaît. Ces années d'absence depuis l'assassinat de son mari le 9 avril 1999 n'étaient pas un recul, mais un combat pour que la justice triomphe. Nous avons écrit au président Tandja. Nous sommes allés rencontrer M. Salouji et nous sommes allés rencontrer Mahamadou Issouf. Par rapport à la dernière rencontre que nous avons eue avec le président Mahamadou Issouf, qui remonte à peu près 1 an, je pense qu'il fallait lui dire combien dans un état de droit une telle situation est intolérable. Alors maintenant, je pense qu'il faut passer des paroles aux actes. Il y a 1 an, j'étais en présence de mes filles, dont une est ici dans la salle. Il nous a dit, je compatis à tout ce qui est arrivé. Vous avez droit à la vérité et à la justice. Moi, je m'engagerai à ce que, au moins, la vérité, vous l'ayez. Dans le jeu de questions-réponses, le conférencier Ben a éclairé les participants sur l'évolution des choses. L'article 141, qui amnistiait les assassins de Baré, n'existe plus. Il ne reste plus qu'abroger la loi de 2001, qui est aussi un frein pour déclencher l'enquête proprement dite sur les événements du 9 avril.
Un volet reportage dans ce journal relié Tawa à Arlit constitue un véritable cauchemar pour les usagers. La RTA, comme on l'appelle, est dans un état défectueux et l'espoir est désormais porté dans les négociations entre le Niger et Areva, où la reprise de la RTA figure parmi les exigences des autorités nigériennes. Sur la route Tawa-Arlit, nos reporters Hassan Salim Mustafa et Sadoui. Relier Arlit à partir de Tawa est un véritable parcours de combattants. Ce tronçon, long de quelques 650 km, est totalement dégradé. À plusieurs endroits, il est impraticable, obligeant du coup les usagers de prendre la déviation. La situation est encore plus inquiétante chez les gros porteurs qui payent les lourds tributs sur ces taxes. Comme vous le voyez, il est difficile aujourd'hui pour les usagers de rejoindre la cité minière à partir de Tawa ou vice-versa, qu'il y ait des désagréments et des désolations pour tous celui qui emprunte l'axe. Dans les années antérieures, le tronçon Tawa-Arlit est reconnu pour sa grande insécurité du fait de l'instabilité qu'a connue cette partie du Niger. Aujourd'hui, c'est l'impraticabilité de la voie bitumée qui constitue le principal calvaire des usagers de la route Tawa-Arlit ou route de l'uranium. Oui, route de l'uranium, car c'est sur cet axe que transite l'uranium exploité et traité sous forme de l'uranate pour son exportation vers la France via le port autonome de Cotonou. La RTA, une route sur laquelle passe la richesse du pays, incroyable mais vrai. La route dite de l'uranium aujourd'hui dans un état de délabrement exagéré, très poussé. On ne peut pas même s'imaginer que c'est par cette route-là que passe cette fortune. C'est une honte vraiment nationale qui n'épargne ni Areva ni l'État du Niger, dans la mesure où aujourd'hui on joue au malin et demi. Certaines personnes ou certaines structures, certaines sociétés, certaines autorités se contentent simplement de se faire bien vendre, donc en vociférant pour se faire entendre par Areva, qui préfère également jeter, j'allais dire des miettes pour ne pas dire des os, à certaines personnalités qui se contentent de ça, et on ne voit pas l'impact. Donc c'est pour ça qu'en fait, il est, de mon point de vue, la solution n'est pas de mettre de l'argent liquide dans les caisses, mais il faut régler les problèmes réels. Les problèmes réels, c'est quoi? C'est les problèmes de l'emploi, c'est les problèmes des voies de communication, c'est les problèmes de toutes les villes et grands villages qui sont traversés par le cortège de l'uranium, qui ne voit que ces convois-là passer et qui en retour ne profitent en rien de cet uranium. C'est difficile de croire. La RTA n'existe que du nom au regard de l'état dans lequel elle se trouve actuellement. Et les conséquences sont incalculables, surtout pour les camions fréquemment tombés en panne, qu'on peut voir tout au long du trajet. La route de l'uranium, stratégique pour le Niger et pour la France, est laissée à elle-même depuis plusieurs années. Cependant, à quelques rares endroits, on croise quelques engins et certains ouvriers pour les travaux de réfection. En tout cas, la reprise de ce tronçon est impérative dans l'intérêt de tous. Fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et bon début de semaine. Bonsoir.